Binge Audio. En aura-t-on fini un jour avec la fascination pour les tueurs en série ? Depuis des années, la question se pose à chaque sortie d'un film, d'un documentaire, d'une série choc, retraçant le parcours de tel ou tel assassin, qu'il soit réel ou fictif, mais fortement inspiré de la réalité. Et à chaque fois qu'on se dit qu'on commence à avoir fait le tour du sujet, une nouvelle production vient relancer la machine à se faire peur. Ou encore mieux, une vieille affaire ressurgit, relancée grâce au progrès de la science criminelle. Ça a été le cas par exemple en 2021 lorsque le mystère du grêlé, un tueur ayant frappé en région parisienne dans les années 80-90, fut soudain résolu et l'identité de l'assassin révélée. Le grêlé, tueur et violeur en série, recherché depuis 35 ans, a peut-être été identifié. 35 ans après, François Vérove est passé aux aveux dans un courrier avant de se donner la mort. L'étau était en train de se resserrer sur lui. L'ADN a confirmé qu'il était bien celui que l'on appelait le grêlé. Si ces histoires ne cessent de nous fasciner, c'est sans doute parce qu'elles font appel à des ressorts profondément enfouis en chacun de nous. Oui, mais lesquels ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Et la preuve que cette question de notre fascination n'est pas nouvelle, c'est qu'on se l'était déjà posée il y a quelques années dans ce podcast. À l'époque, j'avais contacté ma consoeur Patricia Touranchot, ancienne de Libé et des Jours, grande spécialiste du fait divers et des tueurs, auquel elle a consacré de nombreux livres, qu'il s'agisse de Fourniret, de Guy Georges ou du fameux grêlé que je mentionnais à l'instant. Et à l'époque, donc, je lui avais demandé ce qui faisait que, selon elle, ce genre d'histoire ne semblait jamais devoir quitter les cycles d'actu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un type, genre Nordal Lelandais, est arrêté, que les enquêteurs supposent que ce type n'en est pas à son coup d'essai, qu'il a pu commettre bien d'autres crimes, inévitablement, on en reparle. Je ne sais pas si c'est par rapport si cette fascination du cinéma pour les tueurs en série qui crée son... Et c'est de l'information, je dirais, un tueur en série, c'est une mine d'informations. Ouais. C'est-à-dire que un Fourniret, il a été condamné pour 9 cas déjà. Ça fait 9 affaires dont on va reparler avec les familles de victimes qui s'interrogent. Et il y a une interrogation, il y a un mystère, il y a une énigme qui fait qu'on en parle et on en reparle, quoi. En tant que journaliste, qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces affaires ? C'est leur installation dans le temps, le fait qu'on doive y revenir parce qu'il y a des échéances judiciaires, parce qu'il y a des nouveaux faits qui sont découverts. C'est ça qui fait qu'elles sont si spécifiques ? En ce qui concerne Fourniret, dont j'ai tiré le livre Le Magot aux éditions du Seuil, c'est parce que ce type, moi je m'intéresse et je consacre un livre à cette affaire, parce que c'est le mal absolu, c'est l'incarnation du mal absolu, Michel Fourniret. Et dans sa perversité, dans le mobile qui s'est inventé, soi-disant que quand il s'est marié, sa femme n'était pas vierge, alors que lui l'était. Donc Michel Fourniret se sent en droit, et en tout cas explique ses crimes en disant qu'il voulait des petites filles vierges, parce qu'il était en droit lui aussi d'obtenir un hymen. Je trouve que ce type-là, dans l'horreur de ses actes et dans la perversion de sa personnalité, c'est le top du top. C'est vraiment l'incarnation du mal absolu. C'est pour ça que moi j'ai voulu consacrer un livre à Fourniret, au Fourniret d'ailleurs, parce que au couple Fourniret. Il n'est pas parce qu'il n'est pas tout seul non plus, et sans Monique Olivier, son égérie, sa muse, il en aurait peut-être pas commis autant, puisque elle l'aide à capturer des petites filles. Elle l'aide alors qu'elle est enceinte, elle l'aide alors qu'ils ont un bébé, Célim, leur fils, à l'arrière dans le siège auto. C'est tout ça qui est intéressant. Et aussi dans sa duplicité extrême, puisque dans Le Magot, je m'intéresse particulièrement au fait qu'il a tué la femme de son codétenu qu'il avait pris sous son aile, Jean-Pierre Elgouarch. Il a tué Farida, donc la femme de ce voyou breton politisé, pour s'octroyer en fait tout un trésor, un stock d'or qui était caché dans un cimetière et qui appartenait au gang des Postiches. Donc ce type ensuite va participer aux recherches de Farida Amish avec ses sœurs,
Monique Olivier va aller voir le mari de Farida en prison pour dire on est très inquiet parce qu'elle a disparu, la pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Et vont entretenir comme ça le mystère et la duplicité pendant des années et des années. Et ça, c'est un trait de leur personnalité qui est intéressant. Sur Guy Georges, le tueur en série de l'Est parisien, dans les années 90, auquel j'ai consacré un autre livre qui s'appelle La Traque. Lui, c'est plus sa personnalité qui m'a intéressée, d'essayer de comprendre comment ce bébé abandonné à la naissance, en fait, allait devenir un petit garçon à qui on change son identité à l'âge de 6 ans, puisque sa mère génétique, en tout cas, ne l'abandonne officiellement que quand il a 6 ans. Donc, à 6 ans, Guy Georges, il s'appelait Guy Rampillon. On lui dit, écoute, tu t'appelles plus Guy Rampillon, on va prendre ton deuxième prénom, donc qui est Georges, tu vas t'appeler Guy Georges, et puis tu n'es plus né le 15 octobre 62 à Marly-le-Roi, mais tu es né à Angers. Eh bien, un enfant, quand on lui fait ça à l'âge de 6 ans, il est en âge de comprendre, et ça reste un des mystères insondables, même pour Guy Georges lui-même, puisqu'il l'a dit le dernier jour de son procès, avant le verdict. Il a dit, mais pourquoi on m'a changé mon identité quand j'avais 6 ans? Pourquoi, quand j'ai commencé à faire mes premières agressions, pourquoi on m'a renvoyé en foyer sans me soigner? Pourquoi? Il avait plein de questions existentielles comme ça. C'est parce que ça nous confronte, ces histoires, quelque part à l'extraordinaire ou à l'incompréhensible, pour le dire de manière plus générale, qu'elles nous travaillent autant, qu'elles nous attirent autant, quelque part. Les gens sont très attirés par ces histoires parce que, effectivement, ça renvoie à l'image du mal, enfin au mal, et à des actes monstrueux. Mais surtout, je pense que chaque personne, quand il se plonge dans une affaire de tueur en série, quand il lit un article, il écoute un podcast, etc., il s'identifie quelque part à une personne de l'histoire. Il s'identifie à la femme ou à l'enfant qui a été tué. La grand-mère va dire ça pourrait être ma petite fille. La mère va dire ça pourrait être mon enfant. Le père, pareil. Les frères et sœurs. Tout le monde s'identifie, alors pas au tueur en série lui-même, mais plutôt à des victimes, à des gens qui ont croisé par hasard la route de ces serial killers et qui en sont morts. Parce que les serial killers, contrairement aux criminels classiques, sont des tueurs qui choisissent leurs victimes au hasard. Et du coup, je pense que le public est fasciné et en même temps terrifié par cette idée. Ça aurait pu nous arriver, ça aurait pu arriver à ma fille, ça aurait pu arriver à mon fils, ça aurait pu arriver à ma sœur, de croiser la route d'un serial killer. L'une des clés de compréhension des ressorts de notre fascination pour les tueurs en série tient sans doute à la manière dont la pop culture met en scène ces derniers depuis plus de 30 ans. C'est tout particulièrement vrai pour ce qui concerne le cinéma et les séries, sujet auquel notre second invité, le journaliste Axel Cadieux de SoFilm, a consacré un livre il y a quelques années, une série de tueurs, c'est comme ça qu'il s'appelle, il est paru chez Capricci. Et pour lui, si la pop culture s'est emparée de ces figures macabres, c'est avant tout une histoire d'époque. À mon avis, en fait, ce sont deux phénomènes qui sont nés de manière quasiment concomitante. Ou en tout cas, quand le phénomène des tueurs en série est né au début des années 70, de manière exponentielle, où vraiment ça a explosé. Le concept de tueur en série, quoi. Quand on a commencé à le conceptualiser vraiment. Quoi. Exact, quand on a commencé à le conceptualiser. Et d'ailleurs, le moment où vraiment le terme de serial killer a été pour la première fois implémenté, c'était par un profiler, le profiler de Mindhunter d'ailleurs, de qu'on Fincher, voit dans la série de Fincher, qui a pour la première fois parlé de serial killer. Donc en fait, c'est vraiment dans les années 70 que le terme, qu'un terme regroupe tous ces actes-là. Et donc très vite, la fiction, la pop culture s'empare de la figure du tueur en série. On le voit très vite, par exemple, dans l'inspecteur Harry, qui va instrumentaliser le tueur du Zodiac, alors même qu'il est encore en activité. Donc en fait, très vite, il y a une mise en scène par les tueurs pour être de plus en plus spectaculaire et pour être repris au cinéma. Et en fait, pour moi, ça s'interpénètre en permanence, en fait. Et ça va être qu'exponentiel au fur et à mesure.
il y a cette apothéose dans le dernier Lars von Trier, par exemple, dans The House That Jack Built, où l'une des dernières scènes, en tout cas l'un des derniers meurtres, c'est Matt Dillon qui est derrière son fusil et qui fait le point, et on est clairement, à mon sens, presque dans un regard de cinéaste. Dans un regard quasiment. de cinéaste, ouais. Sauf qu'on est chez un cinéaste déglingué, on est chez un cinéaste qui n'aurait aucune empathie, à l'inverse de Lars von Trier, mais on est clairement dans cette logique-là, je trouve. Et en réalité, si on prend un peu l'ADN du serial killer, qui peut remonter, on va dire, à Jack l'Éventreur, donc fin du 19e siècle, si je dis pas de bêtises, on est dans un tueur qui est d'une sauvagerie totale, presque picturale, et qui fait ça exprès pour que ça inonde pas la pop culture parce qu'elle n'existe pas encore, mais en tout cas ça rentre dans l'inconscient des gens. Et je pense qu'ensuite la pop culture va s'emparer de ça, et l'un et l'autre vont se nourrir. Il y a une problématique quand même qui peut s'inviter derrière, c'est le risque de complaisance, d'avoir, on va dire, un regard un peu romantique sur finalement des tueurs et des gens qui font énormément de mal et qui font des choses assez terribles. C'est aussi quelque chose avec lequel, on va dire, la pop culture jongle et des fois frôle de manière un peu parfois bancale. Ouais, absolument. Moi, je pense que c'est vraiment la friction là où ça devient intéressant en fait. À quel moment est-ce que toi-même, en tant qu'artiste, tu deviens fasciné par ton sujet au point de perdre pied. En fait, je pense qu'il faut jouer un peu avec cette ligne rouge. Et je pense que c'est quand tu joues avec cette ligne rouge que c'est fascinant. Parce qu'en réalité, c'est pas interdit d'avoir une fascination pour le mal absolu. Et même, en tant que cinéaste, par exemple, ou en tant que showrunner, tu peux en venir par là même à questionner le regard du spectateur. Oui. Donc en fait là ça devient hyper intéressant parce que tu te dis bon en fait on met en scène un personnage absolument horrible, mais bon Dexter on va quand même le suivre je sais plus combien, 7, 8, 9 saisons. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'attachement quoi, très clairement. Mais ça doit être questionné. Ça doit questionner le regard du spectateur, ça doit questionner la manière dont est-ce qu'on a envie qu'il aille au bout de ses méfaits, est-ce qu'on a envie de voir le sang couler, est-ce qu'au contraire ça nous révulse. Voilà, je pense qu'il y a une ligne rouge là hyper intéressante à malaxer et bien sûr qu'on peut tomber dans l'excès inverse, on peut tomber de l'autre côté de la barrière et je pense que originellement c'était d'ailleurs ça pouvait être aussi une manière d'aborder des enjeux très politiques. Si on prend Massacre à tronçonneuse par exemple, ça parle très bien de l'exclusion aux États-Unis par exemple, des riches, des pauvres. Et là pareil, immédiatement, on a peut-être plus d'empathie pour la famille d'exclus qui n'a rien demandé que pour les jeunes étudiants qui partent du haut de leur mépris découvrir le bas peuple. Mais pour autant, à quel moment est-ce qu'on a envie qu'ils se fassent trucider ? Non, on n'en a pas envie. Donc on est toujours en train de questionner ces choses-là et ça je trouve ça intéressant. Le cinéma questionne aussi un autre élément qui est lié, on va dire, à la fascination pour les tueurs en série, à la place qu'elles ont dans l'inconscient collectif qu'on évoquait tout à l'heure. C'est, on va dire, le côté destructeur que peut avoir l'obsession aussi pour les tueurs en série. Je pense à un film comme Zodiac de David Fincher qui montre ça très très fortement, à quel point l'obsession de trouver qui se cache derrière une série de meurtres peut rendre fou et détruire aussi des vies. En fait, pour moi, Zodiac, c'est peut-être le plus grand film de tueur en série qui ait existé, en tout cas au XXIe siècle. Et effectivement, c'est un film qui montre parfaitement cette idée qu'un profiler, un journaliste même aussi, peut être obsédé par sa quête. Et c'est quelque chose d'intéressant à observer. En fait, c'est intrinsèque à la fonction du profiler, c'est-à-dire qu'un profiler doit littéralement se mettre dans la tête d'un tueur en série. Et littéralement presque devenir une sorte de voyant en quelque sorte, et en fait naturellement à force de frayer avec les abysses, avec les ténèbres, on risque d'y tomber. Et donc là encore il y a quelque chose de très originel, je trouve, un espèce de combat presque antédiluvien, presque biblique sur on est fasciné par les ténèbres, on doit se mettre dans cet état d'esprit, on doit se mettre dans ces chaussures là, mais à quel danger, à quel risque. Et c'est effectivement vrai dans le Silence des agneaux, c'est vrai dans Manhunter de Michael Mann, qui est d'ailleurs la même histoire, mais c'est parfaitement mis en scène dans les deux. C'est vrai dans plein de films, et c'est vrai dans Zodiac effectivement, d'autant plus que sur Zodiac il y a la durée. C'est assez rare normalement que
qu'il y ait en plus la durée, là je sais plus, on est sur 2-3 décennies. Et là, on voit à quel point ça peut non pas seulement détruire la vie des victimes, mais aussi celle de ceux qui sont à la recherche du tueur, qui tentent de le faire cesser de commettre ces meurtres, qui essayent de le comprendre. Oui. Et quand on essaye de comprendre, quand on essaye de regarder droit dans les yeux la monstruosité, on est forcément impacté par la monstruosité. Il y a eu un moment dans l'histoire où la pop culture et on va dire le monde des tueurs en série, à défaut d'avoir une autre expression à trouver, sont entrés vraiment en collision. C'est le meurtre de Sharon Tate, enfin le meurtre de Sharon Tate et des personnes qui étaient chez elle malheureusement, par la famille Manson. On aurait pu croire que cette entrée très brutale, très violente des tueurs en série dans l'univers d'Hollywood, puisque clairement c'était le cas, et c'était ça qui était visé par la famille Manson, aurait pu dégoûter Hollywood quelque part, aurait pu les faire mettre de côté ces figures-là. Mais au contraire, ça n'a fait que renforcer, on a l'impression, la fascination pour ces tueurs, parfois au détriment des victimes, puisqu'on a moins parlé des victimes qu'on a parlé d'un personnage comme Manson, par exemple. Mais pour moi, en fait, là, on touche à toute la complexité d'Hollywood et toute la fascination que Hollywood peut avoir pour sa propre histoire, et à surtout sa capacité à Hollywood et au cinéma américain de s'emparer presque immédiatement, contrairement à la France qui a besoin souvent de plus de temps. De plus de temps, de distance, ouais. De plus de distance. Hollywood a quand même cette capacité à s'emparer immédiatement des sujets d'actualité. C'est-à-dire des films sur Watergate, ou en tout cas des films qui transpiraient le Watergate et la paranoïa, on en a eu dès le milieu des années 70. Oui. Des films sur le Vietnam, on en a eu pendant la guerre du Vietnam. Donc ça, c'est quand même propre à Hollywood, cette capacité à se fictionnaliser en permanence et à se mettre en scène en permanence, et souvent d'ailleurs à parler de manière intelligente de ce qui est en train de se dérouler. Donc là, je pense qu'on est vraiment dans une idée qui est globale à Hollywood. Et en ce qui concerne les tueurs en série, je pense qu'en fait, on fait pas plus cinématographique, en fait. Là encore, en termes de mise en scène, on a une histoire réelle qui est plus forte qu'une fiction potentielle. Qui aurait pu imaginer, je crois que c'est en 1969, une famille de détraqués, drogués, qui en plus sont issus de la culture hippie, donc rien à voir avec la violence a priori, avec l'ultra-violence, qui reste garé à Cielo Drive au plein cœur de, je crois que c'est Beverly Hills, ou en tout cas c'est une banlieue huppée, et irait assassiner une femme enceinte de 8 mois, de la manière la plus horrible qui soit, avec ses amis, et qui en plus est la femme d'un cinéaste à succès. Enfin, je veux dire, c'est horrible de dire ça, mais c'est quand même extraordinaire. D'un point de vue de scénario, je veux dire, si c'était dans un film, personne n'y croirait, dirait bon enfin vous avez là quelque chose de fou quoi. Et ça c'est vous avez quelque chose qui est trop en fait, allégé un peu quoi. Bah non en fait c'est la réalité. Et c'est toujours la même chose en fait, on le voit très souvent, l'histoire qui a servi de base à Massacre à la tronçonneuse par exemple, elle est presque plus horrible que Massacre à la tronçonneuse. Oui. C'est pareil pour La Nuit du chasseur. Psychose, c'est la même histoire de base que Massacre à la tronçonneuse, mais c'est pareil, l'histoire originelle est bien plus horrible. Et donc oui, il y a une interpénétration permanente, je trouve, et effectivement dès 70, 71, on a Hollywood qui s'empare de la figure du tueur en série via Sharon Tate, mais aussi via Zodiac. Est-ce que ça fait partie aussi de ces grands thèmes, on va dire les tueurs en série, ces grands thèmes dont Hollywood n'arrive pas à se débarrasser quelque part. Bon, on a évoqué le Watergate et la guerre du Vietnam, c'est assez amusant parce que ça aussi ce sont deux grands thèmes, on va dire la corruption en politique de manière générale ou la résistance face à la corruption en politique et le travail de la presse. C'est un thème qui revient très régulièrement. Il y a eu notamment The Post de Spielberg qui est sorti il y a à peine quelques années. La guerre du Vietnam ou d'autres guerres menées par les États-Unis mais dont les résonances sont un peu les mêmes. Là aussi, c'est un thème ultra usé dans le cinéma hollywoodien qui revient comme ça ponctuellement, régulièrement au cinéma. Tout comme les tueurs en série. On a l'impression que ça fait partie comme ça des grands tropes hollywoodiens dont quelque part on ne se défera jamais. Ouais, c'est très juste. Et à mon avis, c'est parce que
l'ADN du cinéma américain aujourd'hui provient aussi de cette époque où les tueurs en série ont émergé, où les tueurs en série se sont rendus visibles, prolifiques, mais dans tous les domaines que ce soit. Je veux dire que ce soit à la télévision, que ce soit dans les journaux, que ce soit au cinéma. Donc en fait, ils ont imprégné, si vous voulez, ce qu'est le cinéma américain aujourd'hui. Parce que évidemment, les jeunes cinéastes d'aujourd'hui sont en fait complètement de l'école des cinéastes des années 70. Tout comme les cinéastes des années 70 étaient plus, disons, dans la vague de Hawks et des cinéastes classiques des années 50. Donc là, en fait, il y a un continuum de cinéastes qui émergent aujourd'hui ou qui sont un peu, disons, dans leurs 40, 50 ans, qui ont grandi avec ces films-là. Donc évidemment qu'ils le reproduisent, évidemment qu'ils le travaillent à leur tour. Et je pense que ça fait partie des marqueurs. En fait, il y a plusieurs marqueurs dans l'histoire du cinéma américain. Il y a les années 20, la prohibition, il y a le crash de Wall Street, le crash boursier. Il y a plusieurs choses comme ça dont on se défait pas et qui reviennent en permanence selon les cinéastes. Et je pense que l'époque, disons, conjuguée de la fin des années 70, du début des années 70, qui est celle d'une défiance extrême envers la politique, accompagnée d'un peuple qui se cannibalise lui-même, est hyper forte en fait. Je pense qu'elle est hyper fertile. Et en plus, elle dit quelque chose d'autre, cette époque-là. Elle dit que les tueurs en série ne sont pas des monstres qui sont propulsés là comme des extraterrestres, mais sont en fait le produit d'une époque. Merci à Patricia Touranchot et à Axel Cadieux pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé à l'époque par Lorraine Bess et réalisé à l'époque toujours par Vincent Hiver, que j'embrasse l'un et l'autre au passage. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.